une nuit qui a changé l'histoire. Le 20 juillet 1973, le monde a été secoué par une nouvelle dévastatrice. Bruce Lee, l'icône des arts martiaux, l'homme qui semblait indestructible, est mort à seulement 32 ans. Au sommet de sa gloire, alors qu'il s'apprêtait à conquérir Hollywood avec Enter the Dragon, il s'est effondré dans un appartement à Hong Kong, loin de sa femme et de ses enfants. Cet appartement appartenait à Betty Ting Pei, une actrice montante de 26 ans, dont le nom allait bientôt devenir synonyme de scandale. En une nuit, elle est passée de star prometteuse à paria, accusée par des millions de fans d'avoir causé la mort d'une légende. Pendant plus de 50 ans, elle a porté le poids de ce drame en silence, poursuivie par les rumeurs, les menaces et les théories du complot. Mais en 2025, à l'âge de 78 ans, Betty Ting Pei a enfin brisé son silence lors d'une apparition télévisée bouleversante. Ce qu'elle a révélé sur cette nuit fatidique force le monde à reconsidérer tout ce qu'il croyait savoir sur la mort de Bruce Lee. Plongeons dans cette histoire complexe, faite de gloire, de tragédie et de secrets longtemps enfouis. Les origines de Betty Ting Pei, une étoile en devenir. Avant que son destin ne soit à jamais lié à celui de Bruce Lee, Betty Ting Pei, née Tang Mei Li le 19 février 1947 à Taipei, Taïwan, était une femme ambitieuse qui se frayait un chemin dans le monde glamour et impitoyable du cinéma asiatique. Issue d'une famille respectée et aisée, elle grandit dans un environnement où la discipline et la tradition étaient de rigueur. Son père, médecin, et son grand-père, figure influente de l'ère des seigneurs de guerre, attendaient d'elle une carrière stable, loin des projecteurs. Mais Betty avait d'autres rêves. Fascinée par le cinéma, elle voyait dans l'écran une chance de s'émanciper, de capturer l'attention et de raconter des histoires dans une Asie en pleine transformation. À 20 ans, en 1967, elle signe avec Shaw Brothers, le titan du cinéma hongkongais, à une époque où les films en mandarin dominaient l'industrie. Avec sa beauté saisissante, ses traits délicats et son charisme magnétique, Betty devint rapidement une figure reconnaissable. Elle enchaîna les rôles dans des drames, des comédies musicales et des films d'arts martiaux, souvent castée comme une femme fatale ou une séductrice mystérieuse. Des titres comme The Yellow Mufflé ou The 14 Amazons mirent en avant son allure et son talent, mais l'industrie, prompte à enfermer les actrices dans des stéréotypes, la cantonna à des personnages de tentatrices. Ce cliché, qu'elle n'avait pas choisi, allait bientôt se retourner contre elle de manière tragique. À la fin des années 1960, Betty était une étoile montante, apparaissant sur des affiches à travers Hong Kong et attirant l'attention des réalisateurs. Mais son ambition et son succès la rendaient vulnérable dans une industrie dominée par les rivalités et les attentes. En 1971, Betty rejoint Golden Harvest, le studio concurrent de Shaw Brothers, dirigé par le visionnaire Raymond Shaw. C'est là que sa vie prend un tournant décisif. Golden Harvest venait de découvrir un jeune acteur et maître d'arts martiaux qui révolutionnait le cinéma, Bruce Lee. Lors d'un dîner en 1972 au Hyatt Regency de Hong Kong, en présence de Raymond Shaw et de Linda Lee, l'épouse de Bruce, Betty rencontre celui qui allait changer sa vie. À ce moment-là, elle le voit comme un collègue, un homme charismatique mais encore loin de l'icône mondiale qu'il deviendra. Elle ne pouvait pas imaginer que, moins d'un an plus tard, leur nom serait lié par une tragédie qui bouleverserait le monde. Bruce Lee, l'ascension d'une légende. En 1973, Bruce Lee n'était pas seulement une star de cinéma, il était un phénomène culturel. Né à San Francisco en 1940 et élevé à Hong Kong, il avait grandi dans le monde du spectacle, jouant des rôles d'enfants dans des films locaux. Mais c'est son retour aux États-Unis, où il développa le Jeet Kune Do et enseigna les arts martiaux à des stars comme Steve McQueen, qui le propulsa vers la gloire. De retour à Hong Kong, ses films The Big Boss, 1971, et Fist of Fury, 1972, pulvérisèrent les records d'audience, faisant de lui une superstar locale. Son projet personnel, The Way of the Dragon, 1972, avec son duel légendaire contre Chuck Norris au Colisée de Rome, confirma son statut de génie. En 1973, il travaillait sur Enter the Dragon, son premier film soutenu par Hollywood, qui devait le consacrer comme une star mondiale. Mais derrière cette image d'invincibilité, Bruce Lee était sous une pression écrasante. Il s'entraînait sans relâche, suivant un régime strict, parfois réduit à un seul repas par jour, et expérimentait avec des compléments, des analgésiques et même du cannabis pour gérer le stress. Ses proches notaient qu'il était souvent épuisé, souffrant de maux de tête intenses et de crises. En mai 1973, 2 mois avant sa mort, il s'effondra sur le plateau d'Enter the Dragon lors d'une session de doublage. Transporté d'urgence à l'hôpital, il fut diagnostiqué avec un édème cérébral, une accumulation de liquide dans le cerveau.
Les médecins le stabilisèrent, mais Bruce minimisa l'incident, refusant de ralentir. Pour ses fans, il incarnait la force ultime. En privé, il était un homme au bord de l'épuisement, poussé par son ambition et les attentes du monde entier. Une relation sous les projecteurs, Bruce et Betty. C'est dans ce contexte tendu que Betty Ting Pei entra dans la vie de Bruce Lee. Leur relation, qui débuta en 1972, fut rapidement entourée de spéculations. Betty révéla plus tard que c'était Bruce qui l'avait poursuivi. Tout le monde l'adorait, confia-t-elle en 2025. Si je n'avais rien ressenti pour lui, ça aurait été étrange. Il voyait en moi quelque chose que les autres ne voyaient pas. Leur lien, selon elle, allait au-delà de l'attirance physique. Bruce, écrasé par la pression de sa carrière et de sa vie publique, trouvait en Betty un refuge, un espace où il pouvait être lui-même, loin de l'image de l'icône invincible. Betty devint une présence constante dans sa vie. Surnommée la « Petite Dame Dragon » par ceux qui les côtoyaient, elle l'accompagnait dans des réunions avec Raymond Shaw, choisissait ses vêtements, et l'emmenait même chez le coiffeur pendant les tournages. Mais cette proximité alimenta les rumeurs. Bruce était marié à Linda Emery, avec qui il avait 2 enfants, Brandon et Shannon. Beaucoup accusèrent Betty d'être une « briseuse de ménage », une femme fatale exploitant la célébrité de Bruce. Elle insista plus tard sur le fait qu'elle n'avait jamais voulu détruire sa famille. Leur relation, selon elle, était respectueuse et émotionnelle, un lien complexe né dans l'ombre des projecteurs. Pourtant, le secret entourant leur relation ne fit qu'alimenter les spéculations. Bruce, sous pression constante, semblait chercher en Betty une échappatoire. Elle décrivit un homme tourmenté, parfois tremblant d'anxiété, murmurant ses peurs face à la célébrité et aux attentes. Betty, se retrouva prise dans une dynamique qu'elle n'avait pas anticipée, un rôle qu'elle n'avait pas choisi, mais qui allait bientôt définir sa vie. Le 20 juillet 1973, une journée fatidique. Le 20 juillet 1973 commença comme une journée ordinaire pour Bruce Lee, mais elle allait devenir l'un des moments les plus marquants de l'histoire du cinéma. Ce matin-là, Bruce était absorbé par son prochain projet, Game of Death, un film ambitieux pour lequel il chorégraphiait des combats épiques et discutait du casting avec Raymond Shaw. Une réunion était prévue ce soir-là avec l'acteur australien George Lazenby, connu pour son rôle de James Bond, afin de discuter de sa participation au film. L'après-midi, Bruce se rendit à l'appartement de Betty Ting Pei à Kowloon Tong, Hong Kong, accompagné de Shaw, pour travailler sur le scénario. Vers 17h, Bruce arriva chez Betty. Selon elle, il semblait déjà fatigué, agité, loin de l'homme énergique que le public admirait. Shaw partit peu après, laissant Bruce et Betty seuls. Vers 19h, Bruce se plaignit d'un violent mal de tête. Betty lui offrit un comprimé d'équagésique, un analgésique courant combinant de l'aspirine et un relaxant musculaire, qu'elle utilisait elle-même régulièrement. Bruce en avait déjà pris sans problème par le passé. Il avala le comprimé et alla s'allonger dans la chambre de Betty pour se reposer avant leur dîner prévu avec Shaw et Lazenby. Au début, Betty ne s'inquiéta pas. Bruce s'était déjà évanoui en mai 1973, lors de l'incident sur le plateau d'Ante the Dragon, et il avait minimisé l'événement. Elle pensa qu'il avait simplement besoin de repos. Mais vers 20h30, un pressentiment la saisit. Elle tenta de réveiller Bruce, sans succès. La panique monta. Elle appela Raymond Shaw, qui arriva vers 21h45. Ensemble, ils essayèrent de ranimer Bruce, mais il restait inconscient. Shaw contacta le médecin personnel de Betty, le docteur Eugene Chu, qui arriva vers 22h. Après 10 minutes de tentatives infructueuses de réanimation, il était clair que Bruce ne répondait plus. Une ambulance fut enfin appelée, mais lorsqu'il arriva à l'hôpital Queen Elizabeth à 23h, Bruce Lee fut déclaré mort à son arrivée. Le rapport officiel attribua son décès à un édème cérébral, potentiellement déclenché par une réaction allergique à l'équagésique. Mais cette explication, bien que médicalement plausible, ne suffisait pas à apaiser les esprits. Le scandale, Betty au cœur de la tempête. La nouvelle de la mort de Bruce Lee se répandit comme une traînée de poudre, plongeant le monde dans le choc et le deuil. Mais dès que la vérité éclata, Bruce était mort dans l'appartement de Betty Ting Pei, et non chez lui avec sa femme Linda où le scandale explosa. Raymond Shaw, dans une tentative de protéger l'image de Bruce et l'empire de Golden Harvest, déclara initialement que Bruce s'était effondré chez lui. Betty, sous la pression de Shaw, selon elle, par respect pour la famille de Bruce, accepta de nier sa présence dans son appartement. Mais la vérité ne resta pas cachée longtemps. Un journaliste, H.S. Shaw, découvrit le registre de l'ambulance,
confirmant que Bruce avait été transporté depuis l'adresse de Betty à Kowloon Tong. La presse se déchaîna. Betty, âgée de seulement 26 ans, devint la cible d'une fureur publique sans précédent. Les tabloïds la dépeignirent comme une femme fatale, une maîtresse manipulatrice, voire une meurtrière. Des titres comme « La chambre parfumée de Betty Ting Pei a tué le dragon » alimentèrent les spéculations. Certains l'accusèrent d'avoir empoisonné Bruce, d'autres suggérèrent qu'elle lui avait donné un aphrodisiaque, comme la « mouche espagnole ». Les théories du complot proliférèrent, les triades hongkongaises, jalouses du succès de Bruce, des rivaux dans le monde des arts martiaux, ou même une malédiction familiale, renforcée des années plus tard par la mort tragique de son fils Brandon en 1993. Chaque rumeur ajoutait une nouvelle couche de douleur à la vie de Betty. Pour Betty, le cauchemar était total. Les journalistes campaient devant chez elle, les paparazzis la traquaient, et les fans en colère l'insultaient dans les rues. Elle reçut des menaces de mort, certaines si graves qu'elle dut fuir son domicile au milieu de la nuit. Les studios, craignant la controverse, cessèrent de lui offrir des rôles. L'image de la femme fatale qu'elle incarnait à l'écran devint, aux yeux du public, sa véritable identité. Elle était devenue la femme dans le lit de laquelle Bruce Lee est mort, une étiquette qui allait la suivre pour le reste de sa vie. Les conséquences, un traumatisme durable. Le choc psychologique pour Betty fut immense. À 26 ans, elle se retrouva isolée, vilipendée, et rongée par la culpabilité et la peur. Elle développa une schizophrénie, hantée par la paranoïa et le traumatisme de cette nuit fatidique. Tout le monde voulait ma mort, confia-t-elle plus tard. Mais je me suis dit, pourquoi devrais-je mourir? Si je mourais, les gens penseraient que j'étais coupable, que je me suis suicidé par honte. Mais je n'ai rien fait de mal. Je devais continuer à vivre. En 1976, Betty épousa Charles Leung, un acteur et magnate du divertissement lié aux milieux influents de Hong Kong. Leur fille, Candy, née en 1977, devint une source de lumière dans sa vie. Mais le mariage ne résista pas à la pression et se termina par un divorce en 1980. La carrière de Betty, jadis prometteuse, s'effondra. Les rôles se firent rares, et elle se retira peu à peu de la vie publique. Pendant des décennies, elle évita les interviews, refusant de commenter les rumeurs. Son silence, pour beaucoup, semblait suspect. Pour elle, c'était une question de survie. C'est dans le bouddhisme que Betty trouva refuge. Contrairement aux rumeurs, elle insista sur le fait que sa conversion n'était pas liée à Bruce Lee, mais à la naissance de sa fille. Les écritures bouddhistes lui offrirent paix et perspective, l'aidant à surmonter la culpabilité et la douleur. Elle adopta un mode de vie végétarien et s'engagea dans des œuvres caritatives, cherchant à redonner du sens à sa vie. Aujourd'hui, je marche sur une route large et paisible, déclara-t-elle. Quoi qu'il arrive, je n'ai plus peur. Mais les cicatrices restaient. Elle confia vérifier encore la respiration de sa fille la nuit, un réflexe né du traumatisme de cette nuit de juillet 1973. La confession de 2025, une vérité longtemps enfouie. Pendant plus de 50 ans, Betty Ting Pei vécut dans l'ombre du scandale, portant le poids d'un secret qu'elle n'avait pas choisi. Puis, en juillet 2025, à l'âge de 78 ans, elle décida de parler. Lors d'une apparition rare dans l'émission Contrôle Plus F The Truth sur TVB, elle livra un récit poignant et détaillé de sa relation avec Bruce Lee et des événements du 20 juillet 1973. Pour la première fois, elle confirma publiquement ce que beaucoup soupçonnaient, elle et Bruce étaient amants. Il était incroyablement charismatique, admiré. Le monde entier l'aimait. Ne pas ressentir quelque chose pour lui aurait été étrange. Il m'aimait et pensait que nous étions faits l'un pour l'autre. Elle décrivit les heures précédant sa mort avec une honnêteté brute. Bruce était arrivé chez elle vers 17 heures, déjà souffrant. Lorsqu'il se plaignit d'un mal de tête à 19 heures, elle lui donna un comprimé d'équagésique, un médicament qu'ils avaient tous deux utilisé sans problème auparavant. Lorsqu'il ne se réveilla pas, elle appela Raymond Shaw, qui lui demanda d'attendre son arrivée avant de contacter un médecin. « Que pouvais-je faire » demanda-t-elle. Raymond m'a dit que c'était ce que la famille voulait. J'ai respecté leurs souhaits. Ce choix, dicté par la pression, alimenta la dissimulation initiale et les soupçons qui suivirent. L'émission invita également des experts médicaux pour réexaminer la mort de Bruce Lee avec les connaissances modernes. Le docteur Lee Hashi, un neurologue, suggéra que l'édème cérébral de Bruce n'était peut-être pas lié à une allergie médicamenteuse, mais à une condition rare, possiblement l'épilepsie. D'autres notèrent que Bruce avait souffert de symptômes similaires en mai 1973, et que son père et son frère étaient morts dans des circonstances similaires,
suggérant une possible prédisposition génétique. Ces perspectives dressaient un portrait plus nuancé. Bruce Lee, loin d'être invincible, souffrait peut-être d'une maladie non diagnostiquée, aggravée par son mode de vie extrême. Pour Betty, cette confession n'était pas une défense, mais une libération. Elle parla du traumatisme qui la hantait encore, du réflexe de vérifier la respiration de sa fille, du poids d'avoir été accusée pendant des décennies. Ce n'était pas ma volonté. Ce n'était pas sa volonté. C'était la volonté du ciel, déclara-t-elle, sa voix empreinte de résignation et de paix. Ces mots divisèrent le public. Certains exprimèrent de l'empathie, reconnaissant qu'elle avait été autant victime que Bruce de cette tragédie. D'autres restèrent sceptiques, l'accusant de chercher l'attention après tant d'années de silence. Mais une chose était claire, sa confession forçait le monde à revoir l'histoire sous un nouvel angle. Un mystère persistant, la vérité complète? La mort de Bruce Lee reste l'un des grands mystères du cinéma. Était-ce une simple réaction allergique, comme l'affirme le rapport officiel? Une condition médicale non diagnostiquée, comme le suggèrent les experts modernes? Ou, comme certains le croient encore, un complot impliquant des forces plus sombres? Les triades, les rivalités professionnelles et les malédictions familiales continuent d'alimenter l'imagination collective. Mais au-delà des spéculations, l'histoire de Betty Ting Pei révèle une vérité plus humaine. Derrière la légende de Bruce Lee se cachait un homme fragile, écrasé par la pression, et derrière le scandale, une femme qui a payé le prix d'une nuit qu'elle n'avait pas choisie. Betty Ting Pei a vécu pendant un demi-siècle avec le poids de cette tragédie. Sa confession, livrée avec courage à 78 ans, n'a pas clos le débat, mais elle a donné une voix à une femme longtemps réduite au silence. Croyez-vous que ces paroles révèlent enfin la vérité sur la mort de Bruce Lee? Ou pensez-vous que le mystère reste irrésolu? Partagez vos pensées dans les commentaires ci-dessous, et n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner pour découvrir d'autres histoires cachées de l'histoire du cinéma. Car derrière chaque légende, il y a des vérités qui attendent d'être racontées.